Tout a commencé avec une maison silencieuse, une porte verrouillée et un silence terrifiant qui a accueilli la police un matin de printemps. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur allait déclencher une chasse à l'homme frénétique, révéler des secrets plus sombres que quiconque aurait pu imaginer, et mener à l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire américaine moderne. Au cœur de tout cela, 2 enfants disparus. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis ici à Denise, et une petite fille vient d'entrer. Elle ressemble exactement à la fille. Est-elle encore à l'intérieur? Oui, elle y est. Elle est avec un homme plus âgé. Avec un homme plus âgé? Oui. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'ai lu le Nickel Road. J'ai vu sa photo dans le Nickel Road. Et je l'ai montré à l'une des serveuses ici. Et elle a dit, « Mon Dieu, elle est ici. » Le SEM. Mai 2005, ce qui aurait dû être un lundi matin paisible dans une petite ville au bord d'un lac en Idaho, est rapidement devenu un jour qui entrait la nation. Dans une maison nichée le long des rives du lac Coeur d'Alene, la police a fait une découverte macabre. À l'intérieur, ils ont trouvé les corps sans vie et sauvagement battus de Brenda Groene, 40 ans, de son fils Slade, 13 ans, et de son petit ami, Mark McKenzie. Chaque victime avait été ligotée, et chacune avait subi des traumatismes crâniens d'une violence effroyable. Mais cette scène de crime n'était que le début d'un cauchemar qui ne ferait que s'assombrir. 2 des plus jeunes enfants de Brenda, Dylan, 9 ans, et Shasta, 8 ans, avaient disparu. Les autorités craignaient le pire et ont émis une alerte Amber, espérant désespérément qu'il ne soit pas déjà trop tard. Dès que l'alerte a été lancée, des équipes de recherche ont fouillé les bois denses et les routes sinueuses qui entourèrent la ville. Le FBI est intervenu. Et pourtant, Dylan et Shasta restaient introuvables. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à un enlèvement parfait. Quelqu'un avait réussi à s'introduire dans la maison de la famille, à assassiner brutalement 3 personnes, à kidnapper 2 enfants et à disparaître dans la nuit. Mais la vérité était encore pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. 47 jours après l'horreur inimaginable qui avait déchiré la maison des Groene, l'affaire a pris un tournant choquant et presque irréel. C'était tôt le matin du 2 juillet 2005, lorsqu'un homme et une jeune fille sont entrés discrètement dans un restaurant Denny's à Coeur d'Alene. À première vue, rien chez ce duo ne semblait particulièrement alarmant. Juste un homme débraillé avec une enfant à l'air fatigué. Mais pour ceux qui suivaient les gros titres, qui avaient vu les affiches, les extraits de journaux télévisés et les appels déchirants d'un père désespéré, il y avait quelque chose d'incontestable chez cette fille. Une serveuse a jeté un long regard sur l'enfant et s'est figée. Était-ce elle? La petite fille disparue depuis des semaines, celle que personne ne pensait revoir un jour. Le personnel a agi rapidement, sans éveiller les soupçons. Un manager a discrètement appelé la police, pendant que la serveuse gardait son calme, faisant semblant que tout était normal. 2 clients qui avaient également reconnu l'enfant se sont positionnés près de la sortie, jurant en silence de ne pas laisser l'homme s'échapper. C'était une confrontation tendue, silencieuse, masquée par le cliquetis des couverts et le grésillement du petit déjeuner sur le grill. Et puis, en quelques minutes qui ont semblé des heures, la police a fait irruption. Ils ont arrêté l'homme sans incident. Il n'a pas résisté. Il n'a pas fui. Il s'est contenté de regarder le monde se refermer sur lui. Cet homme était Joseph Edward Duncan. La petite fille était Shasta Groene. Et contre toute attente, contre tout ce que tout le monde craignait, elle était vivante. Shasta, avec une force qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à posséder, s'est identifiée à la serveuse et aux autorités. Elle a été immédiatement emmenée au Kootenay Medical Center. Son visage pâle, son corps amaigri, mais son esprit, d'une manière ou d'une autre, toujours intact.
Après des semaines de traumatismes inimaginables, de vie sauvage, de peur, d'être piégée avec un homme tordu, elle était enfin en sécurité. Et peu après, dans un moment rempli de larmes, de chagrin et d'un soulagement doux amer, elle a retrouvé son père. Mais ce moment était aussi assombri par une question. Où était Dylan? Shasta avait été retrouvée, mais son frère restait introuvable. Les autorités savaient que Duncan n'était pas du genre à laisser un enfant partir librement. La probabilité que Dylan ait survécu aussi longtemps commençait à ressembler à une illusion cruelle. Pourtant, les enquêteurs ont continué, désespérés de récupérer la moindre bribe de l'histoire du garçon. Ils ont demandé l'aide du public, réclamant toute information sur une Jeep Cherokee rouge volée avec des plaques du Missouri. Le véhicule que Duncan utilisait lorsqu'il a été arrêté. On a appris plus tard que Duncan avait loué le SUV au Minnesota, mais ne l'avait jamais rendu. Puis est arrivée une piste cruciale. Une employée d'une station-service à Kellogg, Idaho, à seulement 40 miles à l'est de Coeur d'Alene, a contacté la police. Elle avait vu la Jeep rouge à sa station, peu de temps avant l'arrestation. Un homme faisait le plein. Une petite fille était entrée dans le magasin. Quelque chose chez elle avait frappé l'employé comme étrange, mais rien ne semblait manifestement anormal à ce moment-là. Pourtant, la fille était restée dans sa mémoire. Ce n'est que plus tard, lorsqu'elle a vu les nouvelles et examiné les images de surveillance, que tout s'est mis en place. La fille était Shasta. L'homme était Duncan, et ils étaient là, quelques heures avant l'arrestation, se cachant à la vue de tous, passant dans des lieux ordinaires comme des fantômes, inaperçus de la plupart. Alors que les enquêteurs retraçaient les mouvements de Duncan, reconstituant le chemin de la terreur, les indices laissés derrière, la réalité de ce que Dylan avait enduré et où il pouvait être maintenant commençait lentement à se dessiner. Mais c'était une vérité plus glaçante que quiconque n'était préparé à affronter. L'homme qui pouvait massacrer une famille de sang-froid, enlever 2 enfants innocents, et ensuite s'asseoir calmement dans un restaurant avec l'un d'eux quelques heures avant que son monde ne s'effondre, avait un passé. Un passé rempli de crimes et de violences dès son plus jeune âge. Joseph Edward Duncan III est né le 25 février 1963 à Fort Bragg, en Caroline du Nord, 4e d'une fratrie de 5 enfants. Son père, militaire, servait dans l'armée des États-Unis, ce qui signifiait que la famille Duncan ne restait jamais longtemps au même endroit. La famille déménageait fréquemment, parfois tous les 1 ou 2 ans, passant d'une ville à une autre, voire à l'étranger, jusqu'à ce qu'ils s'installent finalement à Tacoma, Washington, lorsque Duncan avait environ 12 ans. Cependant, la maison était loin d'être un sanctuaire. Duncan a plus tard dépeint un tableau d'une enfance remplie de douleurs, affirmant avoir été soumis à des abus physiques et sacrés dès son plus jeune âge. Des allégations qui, à ce jour, restent contestées. Son frère cadet nierait plus tard que de tels abus aient eu lieu. Ce qui est clair, c'est que le foyer des Duncan était profondément troublé. Sa mère, Lillian May Duncan, était décrite comme contrôlante et autoritaire, tandis que son père, souvent absent pour le service militaire, était une figure distante dont la retraite éventuelle l'a ramené dans le tableau, mais pas dans la famille. Le couple a divorcé et la famille s'est fracturée dans le processus. Les 3 sœurs aînées de Duncan ont quitté la maison presque simultanément, et Duncan, encore adolescent, est resté avec sa mère, tandis que son frère cadet a finalement emménagé avec leur père, qui s'est remarié, formant une nouvelle famille dont Joseph ne s'est jamais vraiment senti faire partie. Au moment où il est entré au lycée, Lakes High School, pour être précis, il glissait déjà entre les mailles du filet. Il n'a jamais obtenu son diplôme, et à bien des égards, il n'a jamais eu de chance, car sous la surface de cet adolescent maladroit et agité se trouvait un esprit déjà fixé
sur des pensées qu'un enfant ne devrait jamais avoir. Et bientôt, cette obscurité ne resterait plus cachée. Duncan n'était pas seulement un adolescent troublé, il devenait déjà quelque chose de bien plus dangereux, de bien plus calculé. Son premier délit connu remonte à 1978, lorsqu'il n'avait que 15 ans. Et même à ce moment-là, le crime était aussi brutal que terrifiant. Armé d'un pistolet, Duncan a agressé un garçon de 9 ans, et ce n'était pas un acte isolé. C'était le début d'un schéma, un schéma qui révélait les pulsions tordues que Duncan cachait derrière un visage juvénile et un comportement discret. 1 an plus tard, il a été arrêté à nouveau, cette fois pour quelque chose apparemment sans rapport, le vol d'une voiture. Mais cette arrestation n'était que le fil qui a commencé à démêler la terrifiante vérité sur qui était vraiment Duncan. Il a été condamné en tant que délinquant juvénile et envoyé au Jesse Dyseland Boys Ranch à Tacoma. En détention, Duncan s'est ouvert à un thérapeute avec une honnêteté froide et sans émotion. Il a admis avoir ligoté et agressé au moins 6 garçons, décrivant ces incidents avec des détails glaçants. Il ne cherchait pas d'aide. Il ne criait pas pour une intervention. Il énonçait simplement les faits, reconnaissant calmement ce qu'il avait fait. Plus troublant encore, il a estimé qu'à l'âge de 16 ans, il avait agressé jusqu'à 13 garçons plus jeunes. Les signes avant-coureurs étaient là depuis le début. Ils n'ont simplement pas été pris au sérieux. Et comme l'histoire le prouverait tragiquement, Joseph Duncan n'en avait pas fini, loin de là. En 2005, Joseph Edward Duncan avait déjà vécu une vie marquée par des cycles de violence, et pourtant, il continuait à s'assurer, à passer entre les mailles du filet. Et puis est venu le moment qui lui permettrait de disparaître et de tuer à nouveau. En mars de cette année-là, Duncan a été inculpé à Detroit Lakes, Minnesota, pour un autre crime ignoble. Il aurait agressé 2 jeunes garçons le 3 juillet 2004, les attirant dans un parc local et les soumettant au même schéma d'abus qu'il avait perpétré depuis son adolescence. Il était déjà un délinquant enregistré, connu des autorités, avec un casier de crimes violents contre des enfants, et pourtant, le système judiciaire lui a encore offert une fenêtre d'opportunité. Le 5 avril 2005, Duncan s'est présenté devant un juge dans le comté de Baker. On pourrait penser qu'à ce stade, avec son passé mis à nu, il serait retenu sans caution ou confiné jusqu'au procès. Mais au lieu de cela, la caution a été fixée à seulement 15 000 $, et cette décision allait tout changer. Duncan n'avait pas l'argent lui-même, mais un homme d'affaires de Fargo, quelqu'un avec qui il s'était lié d'amitié pendant son séjour dans la région, a accepté de l'aider. L'homme a payé la caution de Duncan, probablement sans savoir qu'il ne faisait pas qu'aider un accusé à sortir libre. Il libérait involontairement un prédateur. Peu après sa libération, Duncan a fait exactement ce que beaucoup craignaient qu'il fasse. Il a disparu. Il a sauté sa caution. Il s'est volatilisé, sans bracelet électronique, sans suivi par les forces de l'ordre. Le 1er juin 2005, 2 mois entiers après sa libération, un mandat fédéral a enfin été émis pour son arrestation, l'accusant de fuite illégale pour éviter les poursuites. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Au moment où ce morceau de papier a été déposé et son visage a atteint les listes de recherchés, Joseph Edward Duncan surveillait déjà la famille Groen, les traquant en silence, choisissant son moment. Il ne fuyait pas la loi par peur. Il utilisait sa liberté pour chasser, et le système avait ouvert la cage. Ce que nous savons de cette nuit terrifiante chez les Groen, ce qui s'est vraiment passé derrière ces murs, c'est grâce à une petite fille courageuse qui a survécu pour raconter l'histoire. Shasta Groen s'est plus tard assise avec les enquêteurs et a raconté, avec des détails déchirants, la chaîne d'événements qui s'est déroulée lorsqu'un monstre est entré dans sa maison.
C'était au milieu de la nuit, lorsque sa mère est entrée en trombe dans la chambre, où Shasta et son frère Dylan dormaient. Shasta se souvenait clairement de la voix de sa mère. Elle a été basse, urgente et remplie de peur. Elle les a secoués doucement et a murmuré « Quelqu'un est dans la maison ». Le genre de phrase qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Ils l'ont suivi dans le salon, et c'est là que Shasta l'a vu pour la première fois. Joseph Edward Duncan Trar, vêtu de vêtements sombres, portant des gants noirs et tenant une arme. Il n'avait pas l'air sauvage ou en colère. Il semblait calme, maître de lui, comme s'il avait tout planifié depuis le début. Duncan a utilisé des attaches en nylon pour lier leurs mains. D'abord la mère de Shasta, Brenda, puis le fiancé de sa mère, Mark Mackenzie, et enfin Slade, le frère de Shasta, âgé de 13 ans. Une fois les adultes attachés, il a conduit Shasta et Dylan à l'extérieur de la maison et les a fait s'asseoir sur la pelouse devant, loin de ce qui allait se passer. Shasta se souvenait d'avoir tenu la main de son frère, attendant dans l'obscurité, entendant le bruit terrifiant de coups sourds venant de l'intérieur. Le genre de bruit lourd et écœurant qui lui disait que quelque chose d'horrible se passait, puis quelque chose qu'elle ne pourrait jamais oublier. Son frère Slade, ensanglanté et gravement blessé, est sorti en titubant par la porte d'entrée, comme s'il essayait de s'échapper. Mais il n'est pas allé loin. Duncan a terminé ce qu'il avait commencé. Il a battu à mort Brenda, Mark et Slade avec un marteau, un outil si personnel, si brutal, qu'il ne laissait aucun doute sur la rage et la violence derrière chaque coup. Et puis, il a mis Shasta et Dylan dans la Jeep Cherokee rouge volée et a roulé dans la nuit, comme s'il les arrachait de leur monde pour les emmener dans le sien. Ce n'était que le début d'un cauchemar de 6 semaines. Ils ont roulé pendant ce qui semblait une éternité, sur de longues routes, dans des forêts silencieuses, sur des chemins sinueux qui menaient de plus en plus loin dans la nature. Duncan les a emmenés dans 2 campements différents, cachés du monde. Là, loin de toute aide, de toute chance de s'échapper, il a torturé et abusé des 2 enfants à plusieurs reprises. Shasta a plus tard raconté aux enquêteurs que Duncan ne cherchait pas à cacher ce qu'il avait fait. Il s'en vantait. Il lui a dit, froidement, qu'il avait battu sa famille à mort avec un marteau. Mais le pire moment, est venu des semaines plus tard, le moment où Shasta a perdu son seul compagnon, son frère Dylan. Selon son témoignage, cela s'est passé près de la Jeep de Duncan. Shasta se tenait d'un côté du véhicule lorsqu'elle a entendu un bruit fort et soudain. Elle a couru de l'autre côté, et là était Dylan, au sol, criant, se tenant le ventre. Un fusil que Duncan gardait dans une boîte de rangement en plastique transparent avait tiré. Il a prétendu que c'était un accident, qu'il s'était déclenché pendant qu'il cherchait une bière. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas un accident. Alors que Dylan était au sol, suppliant pour de l'aide, Duncan a ramassé l'arme et l'a pointée directement sur la tête du garçon. Il a appuyé sur la gâchette, clic, rien ne s'est passé, l'arme s'était enrayée. Dylan, terrifié, l'a supplié de ne pas le tuer, il a plaidé, mais Duncan n'a pas arrêté. Il a rechargé l'arme, puis a visé à nouveau. Cette fois, elle a tiré. Et juste comme ça, Dylan était parti. Shasta, tremblante et le cœur brisé, se souviendrait plus tard comment Duncan a commencé à pleurer après. Il lui a dit qu'il l'avait fait uniquement pour mettre fin aux souffrances de Dylan, mais aucune larme ne pouvait cacher ce qu'il était. Un tueur, non seulement de corps, mais d'innocence, de famille, de tout ce qui est bon et sûr dans le monde d'un enfant. Cela ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, Shasta a dit que Duncan s'est tourné vers elle et lui a donné un choix, le genre de question qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à répondre. Il lui a demandé si elle voulait mourir, et si oui,
Comment? Par strangulation ou par arme à feu? Shasta, terrifiée, mais essayant de rester calme, lui a dit « Strangulation ». Alors Duncan a enroulé une corde autour de son cou et a commencé à tirer fort. Mais dans un moment de désespoir, elle a laissé échapper un mot. Jet, le surnom qu'elle avait commencé à lui donner pendant la captivité. Ce seul mot l'a fait arrêter. Il a relâché la corde, l'a regardé, puis, comme s'il actionnait un interrupteur, il a dit quelque chose d'inattendu. « Veux-tu rencontrer ma mère? » Shasta, réfléchissant rapidement, a dit oui. Peut-être y voyait-elle un moyen de survivre, de gagner du temps, de trouver une issue. Quelle qu'en soit la raison, Duncan a accepté, et c'est ce qui les a ramenés sur la route. De retour à Cœur d'Haleine, et enfin à ce restaurant Denny's, où Shasta a été sauvée, mettant fin à l'un des chapitres les plus sombres et déchirants de l'histoire du crime moderne. Alors que l'enquête sur le massacre de la famille Groen se déroulait, il est devenu clair que les crimes de Joseph Edward Duncan ne commençaient ni ne s'arrêtaient en Idaho. Son arrestation a déclenché un examen national des enlèvements d'enfants non résolus. Alors que le FBI commençait à fouiller dans son passé, traçant chacun de ses mouvements pendant les années où il avait été libre, ce qu'ils ont découvert était un schéma de violence qui s'étendait à travers les États et les années, révélant un prédateur qui s'était caché à la vue de tous pendant bien trop longtemps. L'un des premiers liens est venu de Californie, où en 1997, Anthony Martinez, âgé de 10 ans, a été enlevé alors qu'il jouait dehors chez lui. À l'époque, il y avait un croquis de suspect et une empreinte partielle trouvée sur du ruban adhésif utilisé pour ligoter l'enfant, mais aucun correspondant. L'affaire était devenue froide. Ce n'est qu'en juillet 2005, après la capture de Duncan, que des détectives en ligne ont remarqué une similitude troublante entre Duncan et le vieux croquis. Les autorités ont agi rapidement. Lorsque l'empreinte de la scène de crime a été comparée à celle de Duncan, elle correspondait. Confronté aux preuves, Duncan a avoué, qualifiant le meurtre d'Anthony Martinez de « revanche contre la société ». Mais cela ne s'arrêtait pas là. Shasta Groen a plus tard raconté aux enquêteurs que Duncan avait parlé ouvertement d'autres meurtres, y compris ceux de 2 sœurs, Samia Jo White et Carmen Cubius, qui ont disparu à Seattle en 1996. Leurs restes ont été trouvés près de 2 ans plus tard, mais jusqu'au récit de Shasta et à la confession de Duncan, personne ne savait qui en était responsable. Duncan a admis les avoir battus à mort, une autre confirmation glaçante que son mal était allé encore plus loin que ce que l'on craignait initialement, et ainsi ont commencé les procès. Pas seulement pour les meurtres en Idaho, mais pour un sillage de dévastation qui traversait plusieurs États. Alors que l'ampleur totale des crimes de Duncan se révélait, la salle d'audience est devenue une scène pour un règlement de compte longtemps attendu. Après son arrestation dans ce Denny's de Cœur d'Haleine, avec Shasta Groen, âgé de 8 ans à ses côtés, Joseph Edward Duncan III faisait face à bien plus que de simples accusations locales. Ce qui s'est déroulé au cours des années suivantes deviendrait l'une des procédures criminelles les plus complexes et déchirantes de mémoire récente. Une poursuite de la justice à travers 3 États. Chaque salle d'audience révélant davantage de la terrifiante vérité sur le prédateur en leur sein. Le 13 juillet 2005, seulement 11 jours après le sauvetage de Shasta, Duncan a fait sa première apparition devant un juge dans le comté de Kootenay, Idaho. Il a été accusé de 3 chefs de meurtre au 1er degré et de 3 chefs d'enlèvement au 1er degré pour les assassinats brutaux de Brenda Groen, de son fils Slade et de son fiancé Mark McKenzie. Initialement, il était prévu de l'accuser également au niveau de l'État pour l'enlèvement de Shasta et Dylan. Mais ces accusations
ont été déférés au niveau fédéral, car transporter des enfants à travers les frontières de l'État pour des abus sexuels est classé comme un crime fédéral. Le processus judiciaire en Idaho a avancé lentement, retardé plus d'une fois par l'équipe de défense de Duncan, qui soutenait qu'ils avaient besoin de plus de temps pour se préparer. La véritable cause des allers-retours était la position intransigeante du procureur de demander la peine de mort, une décision que l'avocat de Duncan disait compliquer le processus et le rendre plus chargé émotionnellement. La date du procès a été reportée plusieurs fois pour finalement se fixer en octobre 2006, un an après le début de la sélection du jury. Mais il n'a jamais eu lieu. Juste au moment où le jury était finalisé, les avocats de Duncan ont conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs. Duncan a plaidé coupable à tous les 6 chefs d'accusation de l'État, épargnant à l'Idaho le traumatisme d'un procès prolongé. Il a immédiatement reçu 3 peines de prison à vie consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle pour les accusations d'enlèvement. La sentence pour les accusations de meurtre a été reportée, en attendant le résultat de son procès fédéral. Le juge a clairement indiqué que si le gouvernement fédéral ne condamnait pas Duncan à mort, l'Idaho le ferait. Pourtant, Duncan n'avait pas fini de parler. Dans le cadre de l'accord, il a coopéré avec les autorités locales, offrant des informations sur ses crimes et même remettant les mots de passe des fichiers cryptés sur son ordinateur. Des fichiers qui exposeraient bien plus que ceux à quoi quiconque était préparé. Puis est venu le procès fédéral, le chapitre le plus accablant et émotionnellement chargé de tous. Le 18 janvier 2007, Duncan a été inculpé par un grand jury fédéral à Coeur d'Alene sur 10 chefs d'accusation, y compris enlèvement, abus sexuels aggravé sur mineurs, exploitation sexuelle d'un enfant entraînant la mort, et violation d'armes à feu. Les crimes étaient liés à l'enlèvement et au meurtre de Dylan Groen, et aux abus répétés de Dylan et Shasta pendant leurs 6 semaines de captivité. Il a été mis en accusation le lendemain à Boise, où son équipe de défense a de nouveau demandé un délai et l'a obtenu. Le procès a été repoussé à janvier 2008, près de 3 ans après les crimes. Mais, une fois de plus, Duncan a plaidé coupable, cette fois à tous les 10 chefs d'accusation fédéraux. L'une des conditions de son plaidoyer était que Shasta Groen n'aurait pas à témoigner. Elle avait déjà enduré l'inimaginable. Elle n'avait pas besoin de revivre cela devant une salle d'audience pleine d'étrangers. Puis est venue la phase de détermination de la peine, et cette fois, Duncan a stupéfié tout le monde. Il a licencié ses avocats et a choisi de se représenter lui-même. Ses avocats se sont opposés, arguant qu'il était mentalement inapte, mais après une évaluation psychiatrique, le tribunal a jugé qu'il était compétent. Duncan a été autorisé à prendre le contrôle de sa propre défense, et ainsi, l'homme qui avait détruit une famille se tenait désormais seul au tribunal, défendant sa vie. Le 27 août 2008, après seulement 3 heures de délibération, le jury a rendu sa décision, la mort. Duncan a été condamné à 3 peines de mort, toutes liées à l'enlèvement, aux abus et au meurtre de Dylan. En plus de cela, il a reçu 3 autres peines de prison à vie pour l'enlèvement et l'agression sexuelle de Shasta et Dylan. Le conseil de réserve de Duncan a déposé un appel, mais Duncan a écrit directement au tribunal et leur a dit que l'appel était contre ses souhaits. Il ne voulait aucun délai et acceptait le résultat. Mais le système judiciaire avait encore une couche à démêler. En 2011, la Cour d'appel du 9e circuit a statué que le juge de district aurait dû tenir une audience formelle avant de permettre à Duncan de se représenter lui-même. L'affaire a été renvoyée pour un examen de la compétence mentale. Cela prendrait des années. Mais en 2013, un juge fédéral a statué que Duncan avait été mentalement compétent tout au long. Les psychiatres du gouvernement l'ont diagnostiqué comme sain d'esprit
et entièrement responsable de ses actions. Duncan a passé ses dernières années à la pénitentiaire des États-Unis, à Terre Haute, Indiana, dans le couloir de la mort fédérale. C'est là, entouré des conséquences d'une vie d'horreur, que l'homme qui croyait autrefois pouvoir déjouer la justice a été laissé à attendre. Il a été légalement déclaré compétent, dépouillé de toutes les voies d'appel et condamné dans plusieurs juridictions. Son temps était enfin épuisé. En octobre 2020, les médecins du Bureau fédéral des prisons lui ont diagnostiqué un glioblastome, une forme agressive et incurable de cancer du cerveau. Une chirurgie a été effectuée, mais Duncan a clairement indiqué qu'il ne voulait pas vivre. Il a refusé tout traitement supplémentaire. Le pronostic était sombre, mais prévisible. 6 à 12 mois, ont dit les médecins, et cette fois, il n'a pas discuté. Le 28 mars 2021, dans sa cellule à la pénitentiaire des États-Unis à Terre Haute, Indiana, l'homme qui avait brisé tant de vies est mort à l'âge de 58 ans. Son corps a été discrètement incinéré. Et pour Shasta Grown, qui a survécu quand personne ne pensait qu'elle le ferait, qui a vécu ce qu'aucun enfant ne devrait, et qui est devenue une jeune femme assez courageuse pour parler au nom de ses frères et se battre pour les autres. Ce n'était pas la justice, ce n'était pas la guérison. Mais c'était quelque chose. Le mal était enfin parti, enfin. Alors que nous refermons ce chapitre sur ce cauchemar, nous sommes laissés à nous demander combien d'autres monstres marchent parmi nous, masqués par le charme, glissant entre les mailles du filet, attendant juste leur moment pour frapper. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.